Les cadeaux. J'en appelle à toi, ami lecteur, et à toi, cher auditeur, cher Fritz ou Théodore, ou Ernest, ou quel que soit ton nom, et je te demande d'évoquer le plus nettement possible la dernière table de Noël que tu aies vue, richement garnie de cadeaux magnifiques. Tu imagineras sans peine le muet ravissement des enfants qui, les yeux brillants, contemplaient ce spectacle. Au bout de quelques instants, Marie s'écria enfin avec un profond soupir. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Et Fritz tenta quelques pirouettes fort réussies. En vérité, les enfants avaient dû être cette année-là particulièrement doux et sages, car jamais encore ils n'avaient reçu de cadeau aussi magnifique. Le grand sapin, au milieu de la pièce, était chargé de pommes de pin argentées et dorées. À toutes les branches bourgeonnaient, comme des feuilles et des fleurs, des dragées, des bonbons aux couleurs vives, toutes les friandises les plus délicieuses que l'on puisse imaginer. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans cet arbre merveilleux, c'étaient des centaines de bougies qui brillaient comme autant de petites étoiles parmi les sombres branchages. Cette vive clarté que l'arbre projetait sur lui-même et alentour semblait inviter amicalement les enfants à cueillir ses fleurs et ses fruits. Tout ce qui était autour de l'arbre resplendissait de mille chatoyantes couleurs. Que de belles choses il y avait là! Ah! Qui saurait les décrire? Marie aperçut de ravissantes poupées et de petits ustensiles flambant neufs. Mais le plus beau de tout était une petite robe de soie finement ornée de rubans de couleur. Elle était installée si bien en vue que la petite Marie pouvait l'examiner de tous les côtés, ce qu'elle ne manqua pas de faire, en ne cessant de s'exclamer. Oh, la belle robe! Oh, la jolie, jolie petite robe! Et j'aurais le droit de la mettre. Je suis sûre que j'en aurais le droit. Cependant, Fritz avait déjà galopé 3 ou 4 fois autour de la table pour essayer le nouvel alezan qu'il y avait trouvé attaché par la bride. Quand il mit pied à terre, il affirma que c'était un animal farouche, mais que cela ne faisait rien et qu'il en viendrait bien à bout. Puis il passa en revue le nouvel escadron de hussards. Ils portaient des uniformes rouges richement chamarrés d'or et des armes tout en argent, et ils montaient des chevaux d'un blanc si éclatant qu'on les eût presque dit, eux aussi, de pur argent. Les enfants s'étaient un peu calmés. Ils allaient se pencher sur les livres d'images grands ouverts, dans lesquels on pouvait admirer du premier coup d'œil de belles fleurs, des gens vêtus de costumes aux riches couleurs, et même des enfants ravissants, occupés à jouer et peints de façon si naturelle qu'on croyait les voir vivre et les entendre parler. Ils se préparaient donc à admirer ces merveilles lorsqu'ils entendirent de nouveau tinter une sonnerie. Ils savaient que c'était maintenant le parrain Drosselmeyer qui allait distribuer ses cadeaux, et ils coururent vers la table dressée contre le mur. On se hâta de retirer le paravent derrière lequel le vieux parrain s'était jusque-là tenu caché. Quelle merveille s'offrit alors au regard des enfants! Un magnifique château, avec de vraies fenêtres et des tours dorées, se dressait sur une pelouse verte parsemée de fleurs de toutes les couleurs. On entendit un carillon. Portes et fenêtres s'ouvrirent, et l'on aperçut de minuscules et ravissants personnages qui se promenaient dans les salles. Les dames portaient des chapeaux à plumes et de longues robes à traînes. Dans la pièce centrale, qui semblait embrasée tant les lustres d'argent portaient de bougies allumées, des enfants, vêtus de boléros et de petites redingotes, dansaient au son du carillon.
À l'une des fenêtres apparaissait fréquemment un monsieur qui portait un manteau vert émeraude et faisait un signe de la main avant de disparaître. Et le parrain Drosselmayer en personne, mais à peine plus haut que le pouce de papa, sortait parfois sur le perron, puis rentrait aussitôt. Fritz, accoudé sur la table, admira longuement le beau château et les petits personnages qui s'y promenaient et dansaient. Puis il s'écria: « Parrain Drosselmayer, je t'en prie, laisse-moi entrer dans ton château. » Le conseiller à la cour lui fit comprendre que c'était absolument impossible. Et il avait bien raison, car c'était en vérité une idée saugrenue de la part de Fritz que de vouloir entrer dans un château qui, même avec ses tours dorées, était encore moins grand que lui. Fritz s'en convint. Mais au bout d'un moment, comme les dames et les messieurs continuaient à se promener de la même manière, les enfants à danser, l'homme en manteau vert émeraude à paraître à la même fenêtre, et le parrain à se montrer sur le perron, Fritz, perdant patience, cria: « Parrain Drosselmayer, sors donc pour une fois par cette autre porte. » « C'est impossible, mon petit Fritz, répondit le conseiller. « Alors, dis donc au petit bonhomme en vert, qui regarde si souvent par la fenêtre, d'aller se promener avec les autres, poursuivit-il. « Cela ne se peut pas davantage, répondit de nouveau le conseiller à la cour. « Alors que les enfants descendent, cria le jeune garçon. Je veux les voir de plus près. »« Mais voyons, tout cela est impossible, dit le conseiller avec humeur. Le mécanisme est ainsi fait une fois pour toutes, et on ne peut rien y changer. »« Vraiment ?» demanda Fritz, entraînant sur chaque syllabe. « Rien de tout cela n'est possible. »« Eh bien, écoute, parrain Drosselmayer. Si tes petits bonhommes endimanchés ne peuvent jamais faire que la même chose dans leur château, c'est qu'ils ne valent pas cher. Et je ne tiens pas particulièrement à eux. Non. J'aime mieux mes hussards. Ils sont bien obligés, eux, de se mouvoir à mon gré, d'avancer, de reculer, et au moins ils ne sont pas enfermés dans une maison. » À ces mots, il retourna d'un bond près de la table chargée de cadeaux et joua avec son escadron monté sur des chevaux d'argent, le faisant trotter, caracoler, charger et tirer autant qu'il lui plaisait. Marie, de son côté, s'était éloignée furtivement, car elle s'était, elle aussi, vite lassée des petits personnages qui allaient et venaient et dansaient dans le château. Mais comme elle était bonne et bien élevée, elle ne voulait pas le laisser voir comme l'avait fait son frère Fritz. Le conseiller à la cour, d'assez méchante humeur, dit aux parents: « Un tel chef-d'œuvre d'ingéniosité n'est pas fait pour des enfants qui n'y comprennent rien. Je vais remporter mon château. » Mais la maman, s'approchant, se fit expliquer le fonctionnement du jouet et le mécanisme fort ingénieux qui actionnait les petits personnages. Le conseiller démonta et remonta toutes les pièces. Cela lui rendit toute sa belle humeur. Il fit encore cadeau aux enfants de quelques jolis bonshommes et bonnes femmes vêtus de brun, dont les visages, les mains et les jambes étaient tout dorés. Ils portaient tous le costume national de Torn et avaient la bonne odeur douceâtre du pain d'épices, ce que Fritz et Marie trouvaient délicieux. Leur sœur Louise, sur les instances de sa mère, avait mis la belle robe qu'on lui avait offerte. Elle était ravissante. Mais Marie, que l'on avait aussi priée de mettre la sienne, dit qu'elle préférait l'admirer encore un peu ainsi. On le lui accorda volontiers.